Bonjour à tous, bienvenue sur la Prum. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est en pleine période de Coupe du Monde. J'ai sorti le maillot de l'équipe de France forcément parce qu'on va en parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, à mes côtés, j'ai Driss. Comment ça va? Ça va super, la Coupe du Monde a démarré d'une bonne manière. On a eu 2-3 bons matchs. J'ai bien aimé le Canada, même si pas mal de monde a pas aimé, mais le Brésil-Maroc était intéressant. Le Pays-Bas-Japon. Japon. On commence tout doucement, je pense que ça monte au régime. Et puis on a les matchs des gros qui arrivent, l'Espagne, la France. Donc j'ai hâte. Ton équipe coup de cœur du début de mondial? Moi, j'ai bien aimé les 30 premières minutes du Maroc. Franchement, ça a été une satisfaction. Je pense que ils ont mis le costume. Je pense qu'ils étaient attendus. Ils ont plus cette étiquette d'outsider, d'équipe surprise. Et franchement, ils ont mis tous les ingrédients pour basculer un peu contre le Brésil. Ça l'a pas fait sur l'intégralité du match, mais ils ont été bons sur une bonne séquence. Face à un Brésil en Coupe du Monde, ça reste quand même une belle image. Et voilà. Et toi, ça donne quoi? Ah, c'est dur, mais je crois que je vais aller sur la Côte d'Ivoire parce qu'en plus, je les ai mis en potentielle surprise de la Coupe du Monde. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont subi quand même beaucoup sur le match. Ils ont pris, je crois, 3 ou 4 barres transversales poteaux cumulées. Et finalement, sur la fin du match, ils ont mis leur but. Ils ont été solides. Il y a des joueurs, c'est des monstres. Diomandé, je me demande où il va signer, mais je pense que ça va faire très très mal s'il vient en première ligue. Il s'est fait une belle pub. Il s'est fait une belle pub. Et puis, il y a un joueur de première ligue qui marque. Ouais. De United en plus. Exact. Tu peux le préciser, hein. T'as le droit. Hein. Bon, du coup, on est à quelques heures du match de l'équipe de France. La vidéo, je sais pas quand elle sortira exactement. Est-ce que ce sera la veille du match ou est-ce que ce sera le jour J? Mais en tout cas, on est dans les dernières heures avant le match. Et l'une des questions qu'on se pose et qu'on s'est souvent posé depuis quelques semaines, c'est par rapport à l'attaque. Le quatuor d'attaque des Bleus, parce qu'on part sur un quatuor, je pense, à moins d'un énorme changement de Didier Deschamps qui repasserait un 4-3-3, mais je pas l'impression que ça va se passer. Pour le premier, on est sûr. Ouais. Toi, tu penses sur la continuité de la compétition, on pourrait changer? Je pense qu'il est capable de changer, mais il y a tellement de joueurs offensifs. Et ouais, les joueurs qu'il a pris ne sont pas tous faits pour jouer et c'est pour ça que je pense que ça restera en 4-2-3-1, en tout cas sur compo de départ. Et une version hybride par rapport peut-être, à comme en 2018 avec Matuidi. Donc, je pense qu'on partira là-dessus. Et du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui doit compléter le quatuor d'attaque des Bleus? Parce qu'on part du principe que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ont leur place garantie dans l'attaque. Et derrière, par contre, il y a d'autres joueurs qui peuvent se battre pour la 4e place. Il y a Barcola, il y a Doué, il y a Cherki. Bon, Mateta, c'est peut-être un peu plus compliqué avec Akliouche. On sait déjà que ça sera plus des super subs. Mais du coup, la première question que j'ai envie de te poser, Driss, pour qu'on puisse en parler par rapport à cette attaque, c'est est-ce que Mbappé, finalement, c'est le problème de l'attaque? Est-ce que tous les casse-têtes qu'on se pose par rapport à qui doit débuter ou machin, est-ce que c'est pas à cause de lui? Ça vient de sa part forcément, parce que ça reste quand même une équation compliquée, parce qu'on est partagé entre son rôle qui est incroyable, son efficacité qui a été redoutable en première partie de saison, même si elle s'est un peu calmée, adoucie à cause des blessures, à cause des doutes, à cause de la situation du Real, parce qu'il y a eu le changement d'entraîneur, etc., qu'il s'est moins entendu avec Arbeloa. Et puis en équipe de France, c'est la même chose. En fait, il y a une compo naturelle pour moi qui est franchement incroyable, une compo FIFA, tu vois, où tout le monde colle à tout, avec Cherki en 10, Olise à droite, Mbappé à gauche et Dembélé en pointe, vu qu'on l'a vu pendant 2 ans de suite au PSG exceller à ce poste-là, surtout sur la 2e saison où tu as un peu plus cette connexion, où il ressemble un peu plus à Karim Benzema, tu sais, dans cette intelligence de jeu. Et puis là, tu es obligé de former avec un Mbappé en pointe. Donc c'est un problème de riche, tu vois, parce que ça reste quand même Kylian Mbappé. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à regarder Kylian Mbappé dans un match, parce que on avait ce choc de style un peu entre Harry Kane qui lui décroche mais sert à pas mal de choses dans la transition, dans ce partage du ballon. Et on a vu un Kylian parfois avec le Real cette saison décrocher pour pas de vraies raisons, casser un peu le rythme, prendre la place des autres sans le bonifier. Et là, on se retrouve avec le même problème en équipe de France, sachant que son statut est encore plus grand qu'en club parce qu'il a le brassard de capitaine. Et voilà, donc on se retrouve dans un léger problème pour Deschamps. On a vu qu'il y a eu une info qui a été lâchée par Walid Cherchour par rapport... J'allais en parler, si t'en parlais pas, je l'ai noté. Sur la volonté de Kylian de retourner à gauche. J'ai entendu aussi du monde dire qu'il était plus ailier. Moi, je comprends pas ça. C'est un mec qui est rapide, qui a tout pour être ailier. C'est un ailier pur pour moi. Et je sais qu'il a encore ces qualités-là. Pour moi, ça pourrait être encore l'un des meilleurs ailiers.
malheureusement, c'est toujours ce problème avec le jeu sans ballon. Et puis, savoir aussi la plus-value de Dembélé à ce poste-là, parce qu'on l'a vu au PSG jouer à ce poste-là. Est-ce que ce sera la même chose avec l'équipe de France, avec ce système, avec ces automatismes? Après, on ne l'a pas essayé, donc on ne peut pas savoir. Donc, on a plein d'interrogations. Mais oui, Mbappé fait partie, en tout cas, de ce problème qu'on ne peut pas résoudre à l'instant T. Et c'est vrai que l'info d'Olivier Chercheur, elle est un peu étonnante parce qu'on a toujours eu l'impression et on a toujours vendu Mbappé comme c'est lui qui veut être devant et Deschamps il subit un peu les choix d'Mbappé. Et finalement l'info moi j'ai l'impression qu'on a toujours dit ça, que Mbappé voulait être devant, pareil au Real. Parce qu'il y a l'histoire de Pivot Gang. Ouais, mais malgré tout, on a toujours eu l'impression que lui voulait être devant et qu'en fait les coachs ont un peu accepté ses demandes. Et du coup, l'info, elle est un peu surprenante, mais je pense que c'est ce que tu as un peu évoqué, c'est lié à ces peut-être lacunes défensives. Et justement, il en a parlé. Ce déséquilibre. Ouais, il en a parlé, là, il disait qu'il doit hausser son niveau défensivement et vu que là, la Coupe du Monde, il a envie de la gagner, il a dit qu'il allait se bouger. Donc après, je suis assez d'accord. Pour moi, ce mec-là, il pourrait largement être ailier gauche, même dans sa gestuelle, dans la finition. En fait, tu l'imagines déjà à gauche. Tu l'imagines rentrer sur le pied et hop, tu vois. Donc voilà. Et justement, à l'inverse, Dembélé, j'ai l'impression qu'il est de moins en moins ailier dans son jeu. Tu vois, quand je le vois sur l'aile avec la France, en fait, on n'a pas l'impression qu'il arrive encore à faire comme il a fait à l'époque de Dortmund ou de Rennes ou peut-être aller Barça et encore. C'était un peu plus décevant que par exemple à Dortmund. Mais quand sa capacité d'élimination et tout, on dirait qu'il a un peu de moins en moins. Tu vois, il a l'air un peu plus limité dans les dribbles, ce qu'on peut demander à un ailier. Alors que devant, avec le PSG, il a prouvé une capacité à finir, à presser, ça on en parlait tout le temps. Et c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on puisse pas le voir en France, parce qu'au final, en fait, ça dessert Dembélé, parce que Dembélé en France, on en parle tout le temps qu'il est pas performant, mais peut-être parce qu'en fait, on le met pas à son poste. Mais du coup, à cause de qui? À cause de Kylian Mbappé. Mais je trouve que Dembélé, t'en parlais, dans ce rôle de faux neuf, il s'est assagi et c'est plus dans la percussion où il est beaucoup moins virevoltant maintenant, mais il est capable de distiller une passe, de créer, de combiner. Je sais pas si tu as des souvenirs de la première mi-temps de la finale de Ligue des Champions où il joue ailier, mais dans un rôle de calculateur. Il essaie de combiner, d'aller chercher un peu ses relais avec Doué à droite, parce qu'ils savent qu'ils jouent un bloc bas, que ça va être compliqué, qu'ils vont devoir avoir une illumination pour déranger Saliba et Gabriel, et même l'intégralité du groupe, parce qu'ils étaient 11 à défendre. Et puis pour revenir à Mbappé, moi j'ai ce problème de communication. En fait, c'est quoi le but? C'est que tu t'es pas assez motivé par la Coupe du Monde, la Ligue des Champions? Alors, les deux matchs où vraiment il m'a fait plaisir, c'est le Bayern. Et encore sur le dernier but de Diaz, il a juste à faire 5 mètres pour couvrir. Mais on l'a vu pendant ces matchs-là avoir un peu plus de volonté d'être dans la solidarité d'équipe, tu vois. Donc presser, être organisé, à l'inverse de ce qu'on a vu de Ancelotti contre le Maroc. Parce que je pense que le Maroc est une meilleure équipe grâce à l'organisation et pas grâce aux individualités. Parce que au Brésil, on loue des mecs comme Casemiro qui font des saisons exceptionnelles, mais l'organisation est dramatique et l'équipe joue mal. Donc là, moi, ce qui me coûte chez Mbappé, c'est plutôt sa communication. C'est-à-dire qu'il est capable de le faire. Il sait qu'il doit le faire. Il sait que l'équipe va être meilleure. Il sait qu'il va gagner des titres grâce à ça. Mais il l'a mal. Il faut limite le pousser. Il faut limite lui demander. Moi, je comprends pas pour un mec qui a un discours aussi volumineux, imposant, qui a autant de choses à dire à la presse en termes de conquête, en termes de volonté de gagner, et qui voilà, qu'on est obligé de le forcer. Il est obligé de se remettre en question lui-même au bout de quelques années, parce que tu sais, les reportages avec Luis Enrique où il s'énerve, c'est pour ça. Et on en est encore à ce point-là 2 ans après. Après, voilà, on tire sur ce mec-là, mais on est tous d'accord pour dire que son talent et sa qualité de jeu, son efficacité, sa finition, tout ce que tu veux, c'est exceptionnel. Et malheureusement, c'est un peu camouflé à cause de ça. Et un peu, avant de peut-être passer un peu à la suite, est-ce que tu comprends le débat? Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui considèrent que Mbappé doit même pas être sur le terrain. Est-ce que tu trouves ça fou ou est-ce que tu comprends ce débat-là? À l'heure où on parle, pour toi et moi, c'est fou, non? Mais on s'y approche. Et moi, il y a une question que je me pose depuis quelques années maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Mbappé quand il aura plus peut-être ce peps ou cette différence qu'il fait grâce à sa vitesse, grâce à sa percussion? Parce que pour moi, ça reste
toujours le joueur le plus explosif de la planète, hein. On le voit à chaque fois. C'est quelqu'un qui est capable de faire une différence balle au pied, mais avec une facilité folle, tu vois, parce que grâce à sa vitesse, grâce aussi à sa technique, parce que il est peut-être un peu moins à l'aise, tu vois, semelle, tout ça, mais ça reste quand même quelqu'un qui est capable d'éliminer n'importe qui. Donc, ouais, moi, ça peut rentrer dans la balance. Et on sait que l'équilibre, c'est un meilleur, parce que le PSG, on l'a vu, et qu'il y a 3 joueurs du PSG en équipe de France. Mais je suis pas totalement convaincu. Je sais pas si toi, tu serais aussi radical ou pas. Non, je trouve que malgré sa potentielle méforme qu'on peut évoquer, ou le fait que là, contre l'Iran du Nord, on disait ouais, il ralentit le jeu et puis il marque pas, nanana. C'est un mec qui a prouvé en équipe de France, c'est le capitaine. Sur les dernières compètes, c'est le mec qui te met triplé en finale. Surtout la Coupe du Monde. 2018, enfin, tu vois, tout le monde le dit, on a toujours parlé. La Coupe du Monde, c'est la compète d'Mbappé. Tu peux pas le mettre sur le banc. Alors, est-ce que tu dois le mettre à gauche, devant? Ça, c'est une question que tu peux te poser à la limite. Mais la question d'être dans le 11, pour moi, c'est même pas une question à se poser. Pour moi, Mbappé, il est dans le 11. Il l'a prouvé dans le passé. Il fait quand même une saison plutôt bonne, en tout cas sur le niveau statistique. Plutôt bonne, ouais. Hein, Si qu'on c'est soit ça clair. la crise pour un joueur, Qu'on c'est soit, vraiment... qu'on soit clair. Donc, ouais, non, pour moi, c'est un faux débat que je peux, à la limite, comprendre. Mais pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Mais par contre, du coup, pour avancer par rapport à Mbappé, si du coup il y a un joueur qui subit un peu ça et ce choix d'Mbappé, enfin ce choix de Deschamps de mettre Mbappé devant, c'est Ryan Cherki, parce qu'on considère que du coup Deschamps a bien vu que Michael Olise devait être à droite, Ouais, ça, et c'est son poste, c'est obligé. ce qui compte, qui oblige Dembélé à aller dans l'axe en 10, 9,5. Et du coup, Cherki, on sait que c'est pas un joueur qui peut jouer à gauche. À la limite, sur le côté, on a déjà vu un peu à droite, mais à gauche, c'est pas possible. Du coup, ouais, est-ce que Cherki, c'est pas la première victime de Kylian Mbappé, alors que ça pourrait être potentiellement la future clé des Bleus? Mais avant d'évoquer Cherki, si je pense que l'équipe de France aurait un peu plus de matchs en caisse avec Dembélé et Mbappé dans l'axe, je pense qu'on aurait un peu plus de matière déjà. Parce que je pense que c'est pas non plus quelque chose qu'on doit oublier. Dembélé en faux neuf, même s'il lui manque, il n'a pas le même espace qu'au Paris Saint-Germain, ça peut être très intéressant. On veut voir cette cohabitation. On sait que c'est sûrement les deux meilleurs joueurs de la planète en ce moment. L'un est Ballon d'Or, l'autre c'est Kylian Mbappé. Après, à voir s'il se marche dessus. On sait que Mbappé décroche souvent. Dembélé, dans ce cas-là, pourrait vraiment se projeter dans la surface ou quoi, ou avoir ce lien avec les ailiers. Ça peut être intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, Ryan Cherki paye en tout cas tout ça, parce que lui, c'est un véritable 10. Cette saison, il l'a encore montré. Il a aussi cette possibilité d'intégrer le milieu à 3, parce qu'il a fait énormément d'efforts dans la récupération, dans la discipline avec Pep Guardiola cette saison. Donc ça peut être aussi intéressant de le redescendre d'un cran et de s'occuper plus d'un secteur de jeu, comme s'il le faisait à City. Tu vois, à City, il était de 10, mais je le voyais souvent alimenter Semenyo, par exemple. Donc ça pourrait être quelque chose avec Olise. Maintenant, dans la création, je suis désolé, Ryan Cherki doit jouer à un moment donné dans la compétition. C'est lui qui est capable de créer. On l'a vu encore le premier match quand il fait la prouesse aux abords de la surface contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre de choses. Et en plus de ça, il est tellement en confiance. Il y a eu les 24 heures avec Cherki qui a été sorti sur la page de la FFF, là, qui a été plutôt intéressant. Il a un beau discours en plus. C'est quelqu'un qui a, cette saison, a tout mis en place, en fait. Qui a mis les critiques de côté, qui a travaillé aux côtés du meilleur. Et ça lui a permis de faire une belle saison prometteuse, de le lancer pour la Coupe du Monde. Malheureusement, il est un peu bouché par la suite. Maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est vrai que, comme je le disais au début, la compo FIFA, nous, on aimerait bien la voir au moins une fois, tu vois. Moi, et justement, ce que tu m'y as fait penser, c'est qu'il y a une vidéo qui est censée être postée, que j'ai oublié de poster à midi, donc je la posterai juste après la vidéo, où en fait, je parle de Cherki, qui pour moi va peut-être prendre un tournant après la Coupe du Monde, potentiellement une nouvelle dimension. Et je commence en parlant de Cherki en disant que je suis persuadé qu'il va commencer remplaçant la compétition, mais qu'il va la finir titulaire. J'en suis sûr. Parce que, t'as vu, on en parle pour l'instant, il met Dembélé devant, mais je suis sûr que l'attaque de la France va peut-être être un peu décevante au départ. Je suis pas sûr qu'elle marche super bien, surtout que tu affrontes le Sénégal, qui est quand même une équipe plutôt costaud. La Norvège, on connaît peu, mais on se dit que sur un premier mondial avec quelques joueurs de qualité, attention à la Norvège, ça peut être une équipe que tu bats pas forcément, ou que tu ne bats pas 4-0. Donc je pense que l'attaque des Bleus aura besoin de Cherki, et je suis persuadé que sur les premiers matchs, il va faire la différence quand il rentrera. Alors ça veut pas dire qu'il sera forcément décisif par un but ou une passe décisive, mais
Je pense qu'il peut être impactant à ses entrées et gagner sa place au fur et à mesure de la compète quand Deschamps va se rendre compte que ce mec-là, quand il est sur le terrain, bah, l'attaque des Bleus est plus forte que quand il l'est pas. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un mec qui devrait être titulaire. Ça pourrait aussi conforter Deschamps de le laisser en facteur X aussi. Et ça, j'en avais déjà parlé aussi. C'est un mec qui peut faire très mal dans les 30 dernières minutes et plus peut-être que d'autres joueurs. Après, quand tu regardes l'équipe des Bleus, en fait, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Et en plus de ça, il a aussi, des choses qui parlent pour lui par rapport à l'entrée contre l'Espagne en. J'oublie tout le temps le nom de Ligue des Nations. Ligue des Nations. Où il marque de fou. Il change complètement le match en entier. Parce que quand il rentre, il y a 4-1. Et à la fin, il y a 5-4. Donc, par la passe, par le but, on sait qu'il faut quand même une trentaine de minutes pour se mettre dedans, pour toucher des ballons, pour commencer à distiller des passes, que ce soit à terre ou même la passe qu'il fait à Colomoni pour son but, parce qu'il lui pose vraiment sur le front. C'est quelqu'un qui va avoir un rôle pendant cette Coupe du Monde, moi j'en suis persuadé. À quelle hauteur, à quel impact, combien de temps, ça j'en sais rien, parce que il faudra voir si les titulaires ont cette implication, à voir aussi si Deschamps craque et essaye de mettre Mbappé à gauche, parce que pour moi, si le côté média français met la pression sur ça, Deschamps, je l'ai souvent vu pas craquer, mais s'adapter aussi à ce qu'on dit. Tu vois. Et quand il sélectionne Cherki la première fois, pour moi, il subit la pression des médias. Ça fait un peu... Tout le monde le réclamait, il l'apprend. Aussi, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est un peu triste. Mais souvent, il subit cette pression-là. Franchement, on peut dire ça, mais c'est aussi le sens de l'équipe de France. Il y a tellement de foyers, tellement de ressources à cet effectif-là qu'on était obligé de se présenter à la Coupe du Monde avec autant de joueurs offensifs. Mais du coup, oui, Cherki potentiellement peut subir ça. Donc on peut un peu l'enlever de l'équation pour le quatuor d'attaque, malheureusement. Et on a l'impression que sur la dernière place qui reste, ça va se jouer entre Barcola et Doué. Donc deux coéquipiers qui se battent pour la même place en club. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, déjà, qui tu mettrais si tu étais Deschamps? Et qui tu vois débuter? Parce que c'est une autre question qui peut se poser. Attends, mais déjà, toi, tu es d'accord sur la fin de saison au PSG, quand même, on voit un Doué qui fait comme la saison d'avant, en fait. Qui finit fort? Ouais, voilà. Oui, pour moi en fait, Doué est devant Barcola en club. J'ai du mal à l'imaginer derrière Barcola en sélection, même s'ils ont un style de jeu différent. Pourtant, Barcola, cette saison, a eu aussi un pic assez imposant, assez fort, constant. Contre Chelsea, il marque en plus, Barcola aussi. Il met un beau but. Je crois que c'est l'époque où Doué se pète un peu. Barcola prend le lead. C'est sûrement l'un des meilleurs des quatre devant à un moment donné dans la saison du PSG. Et on a vu que cette compo s'est relancée ces dernières semaines, parce qu'on a vu que Barcola pouvait être aligné à la place de Doué. Moi, j'ai pas trop compris sur le moment. Après, j'ai pensé aussi à ce que faisait Luis Enrique, notamment sur les matchs face à Aston Villa la saison dernière, où il adaptait par rapport au match qu'il allait avoir. Il mettait Doué quand ça allait être un bloc un peu plus bas. Ça lui a permis d'ailleurs de mettre un magnifique but au parc contre Aston Villa. Ça lui a permis aussi de mettre Barcola dans un match où il allait avoir plus d'espace, et du coup Barcola dérangeait, créer des appels dans le dos, comment on dit, déséquilibrer l'équipe, les désorganiser aussi également. Donc c'est important d'avoir un mec comme Barcola sur des moments. Le seul truc chez Barcola, c'est la finition. C'est que c'est un mec qui est capable tellement d'amener facilement le ballon devant la cage, mais de manger tout ce qu'il peut devant la cage. Et ça, c'est. Et là où Doué, justement, il est clinique à mort. Exactement. Et même plus que clinique, c'est-à-dire que des fois, il se crée sa fenêtre de tir et qu'il met un but fou, venu de nulle part, à 2 cm de la barre. Marquinhos peut en témoigner avec Aston Villa. Enfin, il y a plein d'exemples cette saison. Surtout cette saison, en fait, parce que l'année dernière, il y en a eu, mais cette saison, il a été encore plus démonstratif de ça. Et puis surtout, dans les petits espaces, c'est un mec qui peut faire très mal. Donc ça se rapproche un peu plus du profil de Cherki dans la création. Maintenant, je préfère quand même voir un Doué percutant, créant sur le côté pour amener des centres et amener certaines choses. Et du coup, sur un match contre le Sénégal, on a quand même l'impression que ce sera plus Doué, non? Parce que le Sénégal... Doué, oui, mais il y a des profils au Sénégal qui traînent un peu la patte. Et là, c'est à ce moment-là que j'aurais bien aimé voir Barcola. Parce que latéral droit, est-ce qu'il y a droite au Sénégal? Il y a Sarr en défense centrale, ça peut être lent, tu vois. Ouais, après, est-ce que tu mettrais pas un Doué titulaire et Barcola qui rentre en fin de match pour justement profiter d'espaces qui seront peut-être plus nombreux en fin de match qu'en début de match? Ça peut, ouais. Tu vois, Après, dans les matchs de Coupe du Monde,
J'aurais bien aimé qu'une équipe de France, quand même, s'impose et mène au score, tu vois. C'est vrai que Qu'on n'ait pas besoin de Cherki et Barcola dans les 30 dernières pour aller gagner le match. Exactement. Surtout sur un match de poule. Après, ça peut être une vision des choses. La Coupe du Monde, ça peut être aussi synonyme de crispation, surtout dans les premiers matchs. On l'a vu avec le Canada, où ils ont galéré à égaliser. Il y a plein d'exemples. Ça n'a pas été le cas pour les États-Unis, qui ont super bien commencé, parce que Paraguay, c'était un peu cata. La Suède aussi. Ouais. Contre la Tunisie. Même la Turquie s'est fait surprendre. Donc voilà, la Coupe du Monde, ça peut être piège. Et donc, j'aimerais bien voir comment ça peut se passer pour l'équipe de France. Moi, ça fait des mois que cette affiche, ça m'intrigue, parce que le Sénégal sort d'une CAN plutôt satisfaisante. Et voilà, ça peut être intéressant de voir ce choc-là. Surtout que la Norvège aussi peut être vraiment, ça peut être une finale pour le Sénégal tout de suite après. Mais ce qui peut peut-être décrisper, c'est même si ça se dit pas, mais un peu les équipes comme l'équipe de France et ses concurrents, c'est le fait que le troisième, il y en a beaucoup qui vont passer en 16e de finale. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, tout le monde va passer. Mais tu t'orientes ta compétition après. Si t'es troisième. C'est ça. Attends, j'avais fait les brackets. Ouais. Je crois que la France, le premier de cette poule, affrontera le deuxième de la poule des Pays-Bas. Non, le troisième. Donc ça serait, moi, par exemple, dans mes pronos, j'avais mis la Suède, mais ça peut être le Japon ou les Pays-Bas. Tu vois, le troisième, parce que finalement, la Suède a gagné son premier match, donc on sait jamais. Donc c'est quand même plutôt abordable pour les trois, tu vois, même s'il faut toujours se méfier, Japon, machin. Surtout que quand tu mets un gros score, t'es sûr d'être deuxième. Bah même là, ouais, et puis même là, ils sont même sur des troisièmes quasiment avec le 5-1. Tu vois, non, mais en gros, avec le goal average, si tu te bats avec le troisième, t'as mis 4-1, 5-1, tu m'as compris. Et après, par contre, alors de ma réflexion, le Sénégal affronterait le deuxième si le Sénégal finit deuxième, il affronterait le deuxième de la poule de l'Allemagne. Donc okay. Côte d'Ivoire ou Équateur, donc potentiellement la Côte d'Ivoire. Ou Curaçao. Ouais. Donc tu vois, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est quand même costaud en 16e. Ouais. Et par contre, le troisième de la poule, je sais pas qui il affronte. Je crois qu'il affronte un gros aussi. Mais c'est vrai que les brackets, tu peux vraiment aller loin. Après, bien sûr, il faut l'ordre de la poule, mais je suis convaincu que ce premier match de l'équipe de France reste très important. Surtout pour marquer les esprits, surtout pour aussi marquer son territoire dans une poule qui va pour moi être, je pense, la plus difficile de la Coupe du Monde. Et puis, tu parlais de la Norvège. Moi, la Norvège, en qualification, ils ont tout gagné. Et surtout, l'Italie, aller-retour chez eux. Donc, avec quand même tu vois, un peu de manière. Quand même. Et je pense qu'ils vont y aller avec aucune pression et juste l'envie de faire mal à toutes les équipes qui vont affronter et essayer de se surprendre et aller loin dans la compétition. Et c'est un peu le relais d'une équipe du Danemark qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, qui était toujours cette équipe qui dérangeait un peu certains groupes. Et puis on pourrait parler de l'Irak qui est une super... Non, je rigole. J'ai aucune info sur eux. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires déjà qui vous voyez compléter ce quatuor d'attaque. Est-ce que Cherki aurait dû être ce quatrième attaquant dans l'équipe de Didier Deschamps et l'équipe des Bleus? N'hésitez pas à nous donner vos pronos sur le match. Et puis, dommage pour Haïti aussi. Ils ont joué contre qui déjà? Ils ont perdu 2-1, je crois, mais ils ont fait un beau match. 2-1, attends, je l'avais vu en plus. C'était Écosse. Ouais. 1-0, ouais. Non 2-0 ou 1-0? 2-1 peut-être. Voilà. Merci à tous. C'était la Prem. À très bientôt.